Bien, merci à ceux qui nous suivent depuis une partie de la journée, comme à ceux qui nous rejoignent. Donc nous voilà pour notre dernier rendez-vous de cette journée sur une époque formidable. Et nous avons décidé de nous faire plaisir à travers les représentants de deux arts, dont nous sommes les uns et les autres à la fois, je dirais, clients, dégustateurs. Peut-être certains d'entre vous sont même des pratiquants. Donc avec nous, Michel Troisgros, TOC étoilé, Relais Château, un restaurant, des projets d'investissement pour développer l'entreprise encore et toujours, et créateur de bonne cuisine. Daniel Kafka, compositeur, chef d'orchestre, qui a créé successivement deux orchestres, que je ne me trompe pas. Il y a eu l'ensemble orchestral contemporain, et puis ce soir, nous entendrons l'Orchestre symphonique européen. Il n'aura échappé à personne que Orchestre symphonique européen, ça fait OSE, ça fait OSE, ce qui effectivement pour une journée sur une époque formidable et sur la création était bienvenu. Pour la petite histoire, Daniel Kafka a découvert la cuisine de Michel Troisgros il y a quelques temps. Quelques jours. Michel Troisgros va découvrir ce soir également, vous êtes parmi nous pour le concert. Et puis ceux qui étaient avec nous et Pierre Rabhi, il y a déjà eu un échange entre Michel Troisgros qui pense que la démarche de Pierre Rabhi est celle de beaucoup de grands chefs. Et il y a déjà une coopération qui se dessine du côté du marché de Joyeuse. Mais oui, en effet, mais bon, c'est un homme tellement remarquable qu'on ne peut être que derrière lui, quoi. C'est tellement cette pensée, elle est universelle et tellement urgente, oui, qu'elle concerne notamment, pas seulement nous tous, mais nous les cuisiniers, on ne peut être qu'à côté de lui. Eh bien, nous y reviendrons. Avant de parler de création, qui est le thème de notre entretien, je voulais demander à chacun de vous, avant de créer, je dirais, d'avoir toute la maîtrise de votre art, vous avez fait l'un et l'autre vos gammes. Vous avez appris. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant de créer, de se lâcher, il faut besogner. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous, Daniel Kafka, rapidement, votre parcours, avant d'être donc chef d'orchestre et créateur d'orchestre? Oui, il faut besogner, en effet. C'est-à-dire que le geste du chef d'orchestre, qui paraît si simple, vous en jugerez tout à l'heure, on a l'impression qu'il caresse l'espace, et quand la musique se joue, a priori sans lui, finalement, on repose sur un certain nombre d'apprentissage, c'est-à-dire on va polir et sculpter l'oreille de façon à ce que cette musique qui semble si naturelle et qui se joue avec un collectif de musiciens, qui sonne avec une temporalité, une poésie particulière, eh bien, elle naît d'un mécanisme à la fois physique, mental, sensible et sensoriel, qui s'apprend en faisant ces gammes, c'est-à-dire en ayant une pratique instrumentale initiale, parce qu'on ne peut pas exiger d'un musicien un mode de jeu si soi-même on n'a pas aussi une pratique digitale et qui permet de comprendre ce que c'est que la vélocité, les mécanismes respiratoires avec les vents. Et puis, on fait ces gammes, c'est-à-dire qu'on apprend le solfège, bon évidemment, mais on apprend les techniques de composition, c'est-à-dire l'harmonie, le contrepoint, la fugue, toutes ces grandes mécaniques occidentales qui font que la musique repose sur ces trajectoires-là, c'est-à-dire soit horizontale, soit verticale, l'harmonie. Et donc, une fois qu'on a fait ce décodage, on est en pays sûr, j'ai envie de dire, voilà. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à approfondir les éléments de style, se poser les bonnes questions sur tradition, modernité, dont on va parler. Et puis, petit à petit, avec l'expérience, le travail, l'intuition, eh bien, on devient chef d'orchestre, et c'est fait à vie, évidemment. Hein. Cette trajectoire n'est jamais achevée. Michel Troisgros, je suis persuadé que dans ce que vient de dire par Daniel, il y a des résonances. Oui, sinon que notre métier est un petit peu, presque, je dirais, à entendre Daniel, dépassé ou pas dépassé, ou archaïque, en cela que beaucoup d'entre nous, cuisiniers, forment un peu par la force, un peu par... à l'ancienne, comme si ce qui devait être délégué dans les premières années était quelque chose qui est incontournable, oui, mais difficile, comme s'il fallait, sur cette difficulté physique notamment, se construire. Alors, elle est physique dans le sens
Et ça, peut-être que c'est très proche des deux côtés, mais c'est pas forcément, on n'en voit pas forcément, parce que c'est pas expliqué, c'est pas suffisamment dit par les chefs. On n'en voit pas forcément le sens et l'objectif. C'est pas suffisamment dit aux jeunes pourquoi il faut passer des heures à équeuter, à faire des tâches ingrates, équeuter une caisse seule, isolée, jusqu'au dernier petit point. Ça peut prendre 3 heures et on peut répéter cette tâche-là pendant des mois et des mois. Et c'est certainement pour cela que d'ailleurs un certain nombre de jeunes, voire une grande partie des jeunes, se détournent de ce métier parce qu'ils en rêvent. Et on pourrait dire que leur diffuse la télévision aujourd'hui sur notre profession ne les fait rêver et ne les prépare pas à la difficulté du terrain. Alors qu'effectivement, que ce soit en cuisine ou dans des répétitions, il y a un travail ingrat. Alors, je ne sais pas dans les répétitions, mais en cuisine, oui. Alors, même si moi-même, j'en prends confiance et j'accompagne plutôt que d'ordonner. Et qu'aujourd'hui, les choses ont légèrement évolué, mais très peu. Hein. Mais oui, c'est ingrat. En tout cas, l'apprentissage est ingrat. Et après, l'évolution est ingrate, en effet. Parce que pour approcher réellement la cuisine, c'est-à-dire la cuisson, le piano, être à côté réellement d'un chef qui donne, on va dire, le manche de la poêle, eh bien c'est très très long. Et notre société va plus vite que la société japonaise, par exemple, parce que je pourrais faire des passerelles avec le Japon, d'où j'arrive d'ailleurs, et où là, il faut attendre 10 ans avant de pouvoir approcher la cuisson d'un riz à l'eau ou à la vapeur. Il faut être derrière le maître et l'étudier pendant de longues années avant d'enfin pouvoir saisir la justesse. Et en même temps, ces 10 années sont des années peut-être lentes, trop lentes, mais acceptées au Japon parce qu'elle fait partie d'un rituel hérité. Et en même temps, ils se nourrissent, on pourrait dire intellectuellement, c'est-à-dire que la philosophie et l'histoire de la cuisine n'est jamais très loin de l'acte, alors qu'en France, on le néglige, ça. Instructif. J'aimerais vous demander à l'un et l'autre quelles sont vos influences. Nous allons imaginer que vous avez fait vos gammes, que vous avez appris effectivement ces gestes, c'est peut-être ces recettes, et vous un certain nombre de morceaux qui font l'ancrage d'un musicien. Quelles sont les influences qui vous ont incité à aller explorer d'autres voies ? Eh bien, si on définit le concept de modernité, puisque en tant qu'interprète, je dirige beaucoup et m'intéresse à la musique d'aujourd'hui, je dirais que l'influence est née d'un contexte de modernité historique. Beethoven. Voilà. On considère que quand on est chef d'orchestre ou musicien, on fait ses gammes avec la musique de Beethoven, parce qu'elle est à la charnière stylistique de la musique classique, du Sturm und Drang, c'est-à-dire ce passage vers le romantisme, qu'il a eu à la fois des intuitions fulgurantes et qu'à la fois il est l'héritier de Haydn et Mozart. Et à partir du moment où on s'intéresse historiquement à des périodes charnières, on est quasiment sûr dans ces périodes charnières et dans ces fulgurantes intuitions et ce génie d'un compositeur, de trouver des réponses à ce qu'est la réflexion des compositeurs contemporains et des clés aussi d'interprétation pour la musique d'aujourd'hui. Donc voilà, on fait ces gammes avec Beethoven, et je crois qu'il n'y a pas un confrère sur la planète qui n'a pas fait ce travail fondamental d'étude, notamment des 9 symphonies de Beethoven, parce que toute la trajectoire de deux grandes cultures, d'évolution de la culture occidentale, passe de la première à la 9e symphonie. Donc Beethoven, et à partir de là, on tire un fil, que ce soit un fil avant Beethoven ou un fil après Beethoven, et on déroule les chevaux des grands compositeurs jusqu'à Wagner qui font mes grandes heures et mes grandes joies à partager avec le public. Ça paraît si simple. Michel, vos influences. Oui, là aussi, il y a une différence. C'est comme, parce que nous, aujourd'hui, les jeunes cuisiniers qui arrivent, ils étudient, ils passent pas par Carême ou par Escoffier. Ils vont directement à la lecture. Quand il y a lecture, et c'est bien trop peu, mais ils passent directement à des chefs d'aujourd'hui.
Donc, il passe pas à la gamme, il passe pas au solfège, voilà. Et donc, il manque, sauf à faire ses premières années auprès, et là j'en parlais avec un jeune qui était avec nous juste derrière, qui a choisi les bonnes maisons, heureusement, parce qu'il y a plein de jeunes, il y a très peu de bonnes maisons. C'est-à-dire, j'entends par bonnes maisons, pas celles qui ont des réputations et qui sont forcément dans les médias, mais bonnes maisons où le patron cuisinier est là et où il a cette capacité d'être à côté d'eux, avec, en accompagnement, voilà, à transmettre les premières années, les bonnes choses. Voilà. Alors donc, dire aussi aux jeunes, en plus du quotidien, bah, ouvrez ces livres, ou on va l'ouvrir ensemble, et on va regarder ce que c'est Carême. Et voilà. Et ça, il y a un manque cruel aujourd'hui, parce qu'on va aller directement à ce qui est à la mode. L'un et l'autre, en fait, vous êtes également des interprètes. J'imagine que, Michel, vous interprétez ou réinterprétez des recettes anciennes. De même que par définition, le chef d'orchestre interprète l'œuvre d'un compositeur. Est-ce que vous avez le sentiment de mettre de vous-même dans la réinterprétation d'œuvres qui ont été créées par d'autres ? Oui, sur certaines recettes, d'autres dans le contexte familial, ou même d'autres chefs qui eux-mêmes se sont inspirés d'autres chefs avant, qui eux-mêmes s'étaient inspirés d'autres chefs avant. Mais chacun y apportant une petite part personnelle. Je pense notamment à l'oreille de veau farcie comme en budget d'Alain Chapelle. J'ai travaillé à Mionnay, j'avais 15 ans et demi. J'y suis resté quelques mois. On m'avait donné la responsabilité à l'époque des amuse-bouches. Et Alain Chapelle faisait en amuse-bouche la petite friture des dombes. J'en avais la responsabilité, mais je voyais parfois des oreilles de veau farcies, panées, farcies avec du persil frit qui partait comme ça. Et comme le maître d'hôtel parait la pointe de l'oreille et on pourrait dire la base de l'oreille, le plat revenait en cuisine, on se précipitait dessus tellement c'était bon, etc. Et j'ai gardé ce souvenir-là sans savoir le faire. Des années après, j'ouvre le livre d'Alain Chapelle, qui est un livre extraordinaire, hein, qui s'appelle « La cuisine, ça n'est pas que des recettes ». Eh bien, ce livre-là, donc, je me mets à plagier Alain Chapelle. C'est-à-dire, textuellement, je prends le bon d'économat et je prends le procédé. Je la fais, ça marche pas. Je me suis trompé, je recommence, ça marche pas encore. Une troisième fois, ça ne marche pas. Je dis, sa recette a été écrite à la hâte. Les ingrédients sont mal pesés, etc. Donc là, je me mets à la rectifier. Et en la rectifiant, j'y apporte mon grain de sel, ma vision, ma nature, mes origines, mes influences. Et donc, je fais de l'oreille d'Alain Chapelle, qui lui-même l'avait repris d'une recette probablement d'un grand chef du budget. Alors, j'ai pu imaginer que c'était Bria Savarin qui était dans le budget, etc. Et donc, au fil des jours, j'ai pu techniquement mettre au point la recette, arriver à quelque chose qui est de la gueule, je veux dire, qui se tienne, que je peux présenter à mes clients, mais en même temps une farce qui est propre à moi. Mais en même temps, l'intitulé du plat revient à Alain Chapelle, ses origines, il y a là, qui lui-même le remettait à quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est ça l'histoire de la cuisine, enfin une partie de l'histoire de la cuisine telle que j'entends. Vous avez mis votre grain de sel. Alors comment, effectivement, un musicien met son grain de sel dans une œuvre qui a été jouée 200 fois, 300 fois ? Ma réponse sera moins colorée, hein, évidemment. En fait, quand on est interprète, et donc on va jouer une œuvre du passé, notre seul média et notre seule médiation, c'est la partition. Et on sait bien que la partition, c'est un ensemble de signes inertes, et que ce qu'on fait vivre dans une partition, c'est ce qui est au-delà des notes, c'est-à-dire la connaissance culturelle de la période qui a vu naître cette œuvre, avoir une connaissance aussi de l'histoire, de la philosophie, de l'esthétique, qui fait que vous allez nourrir le signe qui, lui, est inerte. Quand vous voyez, par exemple, Allegro écrit, Allegro, c'est quoi ? On sait qu'Allegro, c'est peut-être 90 à la noire ou 135 à la noire. La notion de tempo, c'est une chose qui est posée comme ceci. Donc, vous allez creuser, et ce que disait Michel est très juste, c'est-à-dire que évidemment, on agit sur cette œuvre en fonction de ce que l'on est soi-même. On a une part d'objectivité, parce que finalement, et en aucune manière, on ne doit imprimer sur une musique existante, un style existant, un pathos
ou une expressivité qui nous appartient en propre, sinon on dévie le sens de cette œuvre. Donc on est toujours sur le fil du rasoir, parce que c'est comment respecter l'œuvre dans sa vérité historique, dans sa beauté profonde, et comment lui apporter ce que notre temps aujourd'hui apporte à une interprétation. On sait bien que j'évoquais Beethoven. Si vous écoutez les symphonies de Beethoven dirigées par Furtwängler, ce grand chef allemand dans les années 40, c'est splendissime. Je veux dire, on se dit, mais c'est une vision magnifique. Mais c'était la vision d'un chef d'orchestre allemand qui a traversé la fin du 19e siècle, qui a hérité d'un mode de jeu collectif où on jouait Beethoven avec 80 musiciens. Et puis, quelques décennies plus tard, les musicologues se sont intéressés à la pratique instrumentale d'époque, on a retrouvé les instruments baroques, on a changé les cordes métalliques avec des cordes en boyau, on s'est rendu compte que la sonorité était moindre, on s'est dit tiens, on joue Beethoven avec des trombones modernes qui ont des perces énormes et donc qui ont des sonorités très claquantes, mais au fond à l'époque c'était quoi le trombone d'époque? Il avait une perce plus courte, le son était moins claquant, moins clinquant, et on retravaille donc de façon organologique sur une instrumentation d'époque qui nous fait approcher une vérité finalement. Mais vous voyez, on va par approximation. Le signe qui est très 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 laconique dans ce qu'il a à nous dire, la connaissance du milieu qui est nécessaire, sans cela on peut lever les bras puis on n'aura pas le son beethovenien, l'évolution de l'organologie, et puis une nature profonde. Je parlais d'intuition tout à l'heure, l'intuition qu'avec ce type d'instrumentarium, dans ce type d'acoustique, eh bien, le fameux tempo qui ne nous est pas donné, allegro, il peut être aujourd'hui celui-ci. Donc la vérité du jour, c'est celle-ci. Mais demain, dans un autre lieu, une autre acoustique, un autre public, parce que l'acte de création, l'acte de co-création, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est un acte qui est opéré par les musiciens, le chef d'orchestre qui est à l'anglo-saxonne un conducteur, c'est-à-dire qui conduit la substance de l'énergie de la partition, et puis la réceptivité du public. C'est le tout. Comme j'imagine peut-être, Michel, que ce qui fait la teneur d'un plat achevé, c'est aussi le fait que le public le goûte et mette une opinion là-dessus. Et là, on se dit, je crois que dans l'interview, vous dites, à ce moment-là, le plat était achevé. Parce qu'il y avait ce rapport au... Oui, alors je reprends la balle. Oui, il a été achevé, sinon on est un peu dans le même contexte. C'est jamais totalement achevé, même s'il est achevé. C'est comme si il était toujours ouvert à des infimes changements. Ces infimes changements, d'abord, que nous apporte la nature, qui, jour après jour, est en changement, et qui fait que l'ingrédient n'est jamais tout à fait le même. Ma personnalité, ce que je pense aujourd'hui, évidemment il y a une ligne conductrice, mais ce que je perçois aujourd'hui, je le percevrai légèrement autrement demain, parce que je suis moi-même en phase avec la nature et avec ce qu'elle m'apporte ce jour même. Et aussi parce que je suis en éveil, je suis fragile à ce qui m'entoure et aux propos que m'apporte parfois un client, quelqu'un de mon équipe, une lecture, quelque chose qui est intuitif et qui modifie légèrement la recette. Donc la recette, en effet, elle doit être organisée parce qu'après elle est déléguée à des cuisiniers musiciens. Et j'agis, ou César, mon fils, agit comme un chef d'orchestre qui conduit en effet ces musiciens, cuisiniers, mais en même temps, je les mets dans la confort quotidiennement, y compris mon fils, en apportant des légères modifications à l'existant. Si je comprends bien, il n'y a pas d'interprète fidèle, sinon on reproduirait quelque chose qui ne serait pas très bon ou une musique qui ne serait pas très vivante. Et en même temps, il y a votre création, elle est sans arrêt éphémère. C'est work in progress, quoi. En permanence, ça bouge. Vos interprétations, j'imagine, évoluent d'un jour à l'autre. Michel dit tout à l'heure, les ingrédients ne sont jamais les mêmes. Et évidemment,
c'est difficile de faire des analogies, hein, des passerelles comme ça entre ces deux mondes qui ont quand même beaucoup à dire, hein, par rapport aux autres. L'émerveillement, hein, l'enchantement olfactif, du goût, du sens, de l'oreille pour l'autre. C'est évidemment comme avec un orchestre. Lorsque une même œuvre, vous l'interprétez avec un orchestre d'un autre pays, avec un orchestre français ou avec un orchestre allemand, eh bien, vous aurez une toute autre texture sonore et il y aura une toute autre expressivité. Et vous voyez, par exemple, tout à l'heure, dans le concert, on va vous donner à entendre le tombeau de Couperin de Ravel. C'était très symbolique de donner à entendre Ravel, parce que c'est une musique extrêmement française, qui a tous ces ingrédients d'espace, d'aération, de transparence, qu'on associe souvent à l'esprit français, cet art de la litote, hein, dont parlait le poète. Et pour autant, il est joué par des musiciens français. Et donc, pour avoir interprété souvent les œuvres de Ravel en Russie ou en Allemagne, vous n'avez pas du tout cette facture. La sonorité est différente. C'est-à-dire cette capacité de le jouer avec cette souplesse et ce raffinement est lié à une culture. Donc effectivement, le mot ingrédient, mais je veux dire ici les personnalités musicales, l'objet avec lequel vous travaillez change complètement la configuration esthétique aussi et la qualité du son même des œuvres. Et Michel, vous rentrez du Japon. Oui. Un cuisinier japonais, compte tenu de ce que vient de dire Daniel, comment va-t-il interpréter vos créations, vos recettes? Un cuisinier japonais, je l'ignore, hein, parce que je ne les suis pas tous, et puis que mon équipe à Tokyo est une équipe française. Ah. Mais en effet, qu'il y a une position sur le quotidien qui est différente, puisque ce sont les ingrédients du jour achetés, choisis, et donc qui eux-mêmes seront interprétés. Donc c'est une cuisine française qui, en fait est filtrée par... quelque part ce qui se passe autour d'elle, quoi. Voilà, un peu d'ailleurs comme la musique voilà, j'interprète là-bas. Alors c'est mon orchestre, mais en même temps on pourrait dire alors ça c'est toute la difficulté, c'est une autre idée de la chose, parce que c'est toute la difficulté de jouer sans être là, et moi je ne le fais qu'une fois à Tokyo. Un certain nombre de mes collègues ont multiplié les adresses dans le monde, et alors là, ça tient de l'art de la délégation. Mais il manque probablement un peu d'âme et probablement la patte de l'auteur. Mais en ce qui me concerne à Tokyo, donc la seule adresse que j'ai hors de Rouen, eh bien, j'ai délégué donc à des jeunes qui ont appris à mes côtés, ont passé du temps à m'enquêter et portent, on va dire, l'esprit d'une cuisine, mais la portent pas de façon contrainte. Ils la portent avec, c'est comme si les contours avaient cette souplesse qui leur permet d'avoir des initiatives, puisque les saisons ne sont pas les mêmes, puisque les ingrédients ne sont pas les mêmes, eh bien, faisons avec la richesse locale pour interpréter à la façon de Trois Gros. Êtes-vous sensibles l'un et l'autre dans vos créations, et nous verrons effectivement si le risque est grand, à l'effet de mode? On pourrait dire qu'il y a une mode, du baroque, des instruments d'époque, il y a eu des modes en cuisine, la cuisine moléculaire. À partir de quel moment la mode, l'air du temps peut être intéressant et au contraire se fracasser pour de la médiocrité? Je pense qu'on n'échappe pas à l'air du temps. Pour donner un exemple, on vit dans une époque occidentale, pressée, effrénée, peut-être qu'on a un rythme cardiaque un peu plus soutenu aujourd'hui, eh bien ça se sent dans l'interprétation musicale. C'est-à-dire toute la relecture des œuvres baroques a pu conduire à des excès absolus, c'est-à-dire parce qu'on est grisé par la virtuosité, on va jouer les œuvres dans des tempi. Il y a parfois des interprétations des 4 saisons du Vivaldi qui sont absolument hallucinantes.
de virtuosité. On se dit, au fond, est-ce que c'est ça la virtuosité? Si vous reprenez l'histoire de l'interprétation, vous voyez qu'on passe dans un tempo du simple au double. Et là, je me dis, il y a peut-être un effet du temps, un effet de mode, parce que tout à coup, on a une nouvelle organologie, on a des musiciens rompus, beaucoup plus virtuoses peut-être aujourd'hui, beaucoup plus ouverts à des styles différents, c'est-à-dire que des musiciens qui jouent de la musique d'aujourd'hui jouent aussi de la musique baroque, donc ils sont très 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 avertis. Et là, il y a une ivresse, une forme d'ivresse de notre temps. Alors oui, je crois que parfois on n'échappe pas à l'air du temps. Un mythe de la performance ou de l'immédiateté que l'on retrouve dans la musique. C'est cela. Et puis peut-être aussi cette fascination pour la transcendance et la virtuosité, j'entends. Hein. Quand je dis la transcendance, c'est la virtuosité transcendantale qui a été de tout temps, la virtuosité de Bach, la virtuosité de Liszt, etc. Donc aujourd'hui, oui. Peut-être qu'avec le recul du temps, d'ailleurs, il y a déjà un recul du temps sur ces questions qui font qu'aujourd'hui, on réécoute des interprétations où soi-même on s'interroge et on relève un peu la pédale. Donc voilà, c'est un exemple. Il y en a d'autres, bien sûr, mais c'est pour répondre à votre question. Et Michel, l'effet de mode pour les cuisiniers doit être immense. La Alors, on tentation. n'échappe pas non plus à l'air du temps, mais on peut s'en protéger. Et moi, j'ai la chance d'être héritier donc d'une grande histoire familiale à Rouen, et donc j'ai un répertoire familial qui me permet de puiser dedans. En plus, j'ai des sources d'inspiration parallèles qui sont arrivées d'ailleurs sans les provoquant, mais de façon très naturelle. C'est la passion pour l'art et qui est pour moi une source d'influence vraiment importante. En cela que les artistes que je côtoie et les pièces qui me sont données à voir de cet artiste ou d'autres artistes m'infiltrent et me permettent à un moment donné, sans même que je puisse les déceler, ou alors plus tard, d'où elles viennent et pourquoi je les ai produites. Mais en effet, je dirais, si on n'est pas construit de façon, comme on disait tout à l'heure, sur un socle, c'est-à-dire manquant de solfège, de technique de base. Si on n'a pas le recul, en effet, qui permet d'avoir une analyse de qu'est-ce qui est éphémère, qu'est-ce qui est à la mode, et qui ne l'est pas. Si on n'a pas l'assurance, en même temps, de l'assurance soi-même, une personnalité, et c'est très difficile quand on n'est pas encore, je vais dire, quand on n'a pas encore la maturité, qui permet de faire on fait la part des choses entre justement ce qui va passer, ce qui est dans l'air du temps et ce qui ne l'est pas. Et c'est très difficile, d'autant plus que les médias, encore une fois, les journalistes et même les plus importants journalistes laisse entendre qu'il faut le faire comme ça. D'ailleurs, d'un point de vue esthétique aussi, pas seulement cette cuisine moléculaire dans laquelle un grand nombre de cuisiniers dans le monde d'ailleurs se sont précipités, trop tôt, trop jeunes, et qui maintenant ont des lacunes, ou bien qui maintenant se retrouvent sans rien, voilà, sans en effet le bagage nécessaire pour composer autre chose. Eh bien, ces journalistes-là peuvent amener quelqu'un qui n'est pas encore sûr à suivre ce chemin, au risque de ne pas être à la mode, de rester sur la touche et de ne pas avoir de clients, parce que nos clients aussi sont sous l'influence des médias, là, qui encensent, on va dire, ce qui est de passage. Et moi, je me souviens bien que dans cette période du moléculaire, c'est-à-dire, on va dire, 95 à 2010, là où Ferran Adrià était la référence absolue de ce qu'il fallait faire, je me souviens bien m'être posé la question, alors que j'ai autre chose quand même derrière moi, m'être posé la question, est-ce que j'essaye ? Parce que les clients venaient me voir en salle, me disaient « Oh, on est allé chez un tel l'autre jour, c'était formidable, ça fumait, dis donc, dans la salle, le truc se répandait, ça moussait, c'était formidable et tout. » Alors à ce moment-là, moi, je fais des trucs qui sont en cuisson traditionnelle, soit moderne, mais qui sont, on va dire, hérités d'une tradition. Et là, j'entendais, voilà, j'avais l'impression de passer pour quelqu'un qui était has-been, quoi. Donc, on n'en voit pas, à ce moment-là, on n'en voit pas l'issue. On ne sait pas réellement quel est le temps que va durer le mouvement. On ne sait pas même si c'est un mouvement pérenne ou pas.
Je vois le risque. Ça m'amène, à travers ce que dit Michel, Daniel, à poser la question de la création de la musique contemporaine. Est-ce qu'il n'y a pas effectivement aussi un autre risque, non pas l'effet de mode, mais à l'inverse, c'est d'être coupé d'un public. Je vous épare des volontés que j'ai voulu une fois. J'ai voulu écouter du Ligeti. Oui, pas facile, exigeant. Est-ce qu'il n'y a pas de temps en temps le sentiment que la musique contemporaine trace son chemin dans une certaine forme de solitude et qu'un certain nombre d'entre nous, peut-être béotien de l'oreille, ne parvenons pas à suivre les créateurs et les compositeurs? Je donnerai deux réponses. Une réponse historique. Oui, en effet, dans les années 50, de jeunes compositeurs qui avaient 20 ans juste après la guerre, pour les nommer, Pierre Boulez, Karl-Heinz Stockhausen, Luciano Berio, Ligeti, il en a 23, donc même âge. Sur cette table rase et sur cette Europe absolument détruite, décident de repartir à zéro, la fameuse tabula rasa. Et donc, ils se disent, on tue le père, il n'y a plus de père, il n'y a plus d'héritage, et on rebâtit un langage. Alors là, oui, effectivement, ils se sont coupés du public, parce qu'on sait bien qu'un langage, avant d'être perçu, reçu, senti, transmis, il a besoin de plusieurs siècles. C'est le principe du langage tonal qui, depuis Jean-Sébastien Bach, a mis 2 siècles et demi avant de trouver son apothéose, sa forme, sa cohérence, et qui nous met dans un état de jouissance, d'appropriation du langage. Alors oui, effectivement, c'était une époque historique où les compositeurs se disaient « tant pis si on est coupé de la réalité et de la perception du public ». Et l'exemple était donné par des prédécesseurs. Anton Webern disait « peu importe que ma musique ne soit pas reçue et comprise aujourd'hui, elle le sera dans 50 ans ». Vous voyez, c'était une utopie de penser que 50 ans après, qui écoute Webern aujourd'hui avec ce sentiment qu'on peut siffler. Il disait « on sifflera ma musique dans la rue ». Donc ça, c'est une chose. Et puis, la deuxième chose, vous évoquez Ligeti, peut-être de tous ces compositeurs dits contemporains de cette génération, c'était le moins radical, c'est-à-dire c'était le plus facile à percevoir. Et pourquoi cette musique nous paraît difficile à percevoir? C'est parce que contrairement à ces jeunes confrères qui se disaient rupture totale du principe d'audition, de mémorisation, c'est je fais confiance à notre oreille. Et on le sait bien que dans toute l'histoire de la musique, c'est faire confiance à l'oreille. La dissonance de la veille devient la consonance du lendemain. Monteverdi, à l'époque, la musique paraissait extrêmement dissonante. Et puis, 20 ans ou 30 ans après, comme ça s'inscrivait dans un courant générateur, une espèce d'infracode qu'on appelait la tonalité, ça s'inscrivait dans notre culture et dans notre oreille. Et Ligeti, comme beaucoup de compositeurs contemporains, nous font confiance et disent, là où hier on avait besoin d'être en do majeur, puis en sol majeur, et puis de tourner autour de petites modulations et revenir, je vais explorer et aller un peu plus loin, et je vais faire confiance à notre capacité d'écoute, à la capacité du contemporain, d'aller mémoriser un élément sonore qu'on aura entendu ici. Mozart nous le refera entendre là, là, là et là. Ils ont compris que c'était le mécanisme de reprise qui faisait la jouissance de la perception. Ligeti nous fait entendre un élément là, puis il le fait apparaître beaucoup plus loin, puis il le fait apparaître à la fin. Et là, tout à coup, il n'y a pas de difficulté. Vous voyez, le mécanisme est le même appel à la mémoire, mais à des degrés un tout petit peu plus approfondis, qui font que, sans eux, notre oreille n'évoluerait pas, et notre sens discriminatif, et notre, nos perceptions de la musique, nos émotions n'évolueraient pas. Autrement dit, ce n'est pas du tout une démarche de provocation Absolument ou pas. de génie solitaire. C'est au contraire, vous me dites, une sorte de pari de la confiance. Auditeur, tu peux, à condition d'abandonner peut-être l'éternel réflexe que nous avons, ou registre que nous avons dans l'oreille, tu peux me rejoindre. Nous pouvons nous rejoindre. Oui, c'est exactement ça. En cuisine aussi, vous pouvez être tenté par moment d'explorer, d'oser quelque chose qui dérangerait un client régulier. Eh bien oui. Eh bien oui, parce que le client, enfin je veux dire, les clients, enfin, chacun a tellement sa perception à lui. Mais oui, j'ose. J'ose, mais il y a tout le temps la gourmandise en filigrane, même si j'ose l'expérience. Se régaler est sous-jacent. Sinon, je le prends en retour immédiat. Mais en même temps, il ne faut pas être, en tout cas c'est ma façon de voir les choses, il ne faut pas chercher à vouloir plaire à tout prix à tout le monde. Donc,
parce que sinon, il n'y a pas d'audace possible. En ce moment, je fais un plat, vraiment un plat de carottes, qui est un plat de carottes. Ce sont des carottes qui sont des copeaux de carottes, hein, qui sont faits à l'économe. Et donc, ils ne sont pas tranchés avec une lame aiguisée, mais au contraire comme des copeaux irréguliers, parce que j'ai remarqué que c'était meilleur la rugosité que la tranche nette sur une planche. Ces carottes-là, après, sont frites, évidemment maîtrisées, dans un bain d'huile à bonne température, la quantité qu'il faut pour qu'elles ne soient pas trop grasses et pas non plus trop cuites, c'est-à-dire croustillantes, c'est-à-dire trop, on va dire, brunies, et qu'elles aient une amertume trop prononcée. Donc, voilà pour mes carottes. Après, elles sont bien égouttées. Et puis, je les mélange avec quelques capres que j'ai fait moi-même, c'est-à-dire des capres qui sont de Sicile, qui étaient au sel et que j'ai mis à dessaler et qu'après j'ai mis dans un bon vinaigre, parce que les capres qu'on trouve au vinaigre sont dans un vinaigre d'alcool, donc un mauvais vinaigre. Donc du coup, on fait d'un bon produit un mauvais produit. Donc ces capres, il y en a 5 sur une petite assiette, mélangées à ces carottes frites croustillantes. J'y mélange des carottes qui, elles, sont coupées au couteau et qui sont crues. Donc ça fait du croquant sur du croustillant, dans un dosage de 30% cru, 70% croustillant. Tout ça, c'est dosé. J'ai essayé 35, j'ai essayé 65, j'ai essayé différentes proportions. Et c'est celle-là que j'ai arrêtée. Je demandais conseil à personne, sinon que je m'appuie sur un atelier pour le faire. Un atelier, c'est ma cuisine. C'est César, mon fils, c'est mon assistant, c'est mon chef pâtissier qui peut se mêler de salé également, tout comme quand on est sur un chantier sucré, mon fils ou mon assistant cuisinier peut s'en mêler aussi, puisque c'est le même monde finalement, et qu'il faut un fil conducteur, de toute façon, d'esprit entre le salé et le sucré. Et après, j'y mélange de l'estragon, mais là, je vais abandonner parce que l'estragon a perdu du parfum. Donc, je suis en quête depuis 3-4 jours d'enlever l'estragon. Pourquoi? Je n'ai pas trouvé encore. Et puis, j'y ajoute du piment. C'est un nouveau monde. Le piment qui m'a été amené par mon fils, qui a travaillé longtemps en Californie, donc avec des Mexicains, donc avec ce mélange comme ça des cultures et qui a nourri on pourra dire sa culture à lui, qui me l'a apporté à moi et qui l'apporte à la cuisine. Donc il y a du piment, le piment est essentiel pour faire décoller l'assiette, quelques gouttes de citron. J'oublie quelque chose, là, attendez voir, j'oublie quelque chose. Non, parce qu'il y en a qui notent. Hein, j'oublie un élément. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est une assiette à 3 sous. C'est une assiette pauvre, mais c'est une assiette qui demande énormément de vigilance et de précision dans les éléments indépendants et dans l'assemblage total. L'assiette est très modeste. À aucun moment, je me suis dit, je pense au client quand je compose, mais à aucun moment, je ne pense qu'à moi et à trouver la solution pour moi-même. Et après, en effet, l'assiette est portée. Alors l'assiette, elle est portée, elle est dégustée. Et les échos d'une salle me sont rapportés par mes chefs de rang, mon maître d'hôtel, moi-même, je me rends compte, je regarde les retours d'assiette, je suis inquiet. Et là, imperceptiblement, je vois peut-être des modifications apportées. Est-ce le bon couvert? Est-ce la bonne assiette? Est-ce qu'il y a des retours? S'il y a des recours, je m'inquiète. Je suis peut-être allé un peu trop loin. Mais ne faut-il pas aller trop loin pour justement produire une expérience avec un rien, on pourrait dire, qui est tout? Et cette expérience-là est mémorable. Et c'est ce qu'attendent les clients d'un restaurant comme nous. Passionnant, votre démarche. Moi, ça m'amène à demander... C'est une table que l'on aurait dû dresser. Vous vous rendez compte qu'en plus, vu l'heure qu'il est, nous sommes quasiment en hypoglycémie, vous êtes cruel. Daniel, j'ai l'impression, tout à l'heure, quelque chose m'a frappé. Michel nous a dit, et c'est pas 60, c'est pas 40, c'est 30%. Vous avez une conscience du bon. Avez-vous une conscience du beau ou de la sonorité? Il y a un moment, de manière, je dirais presque dictatoriale, la preuve, le client n'a rien à voir là-dedans. Venez-vous de nous dire. Je ne sais pas ce que pensez-vous, moi je sais que c'est 30%. Est-ce que vous-même, par moment, par rapport à votre interprétation que vous allez imposer ou auquel vous allez faire adhérer votre orchestre, vous dites, c'est ça qu'il faut faire, je le sais? Oui, absolument.
Alors, une esthétique. Absolument, avec toujours ce nuancier, parce qu'en art, il n'y a pas de vérité, évidemment, puisque la notion d'interprétation, c'est une espèce de work in progress, toujours en mouvement. Et comme le disait justement Michel tout à l'heure, demain, le plat aura évolué, donc cette chose aura évolué. Mais parfois, on a une telle conscience que pour un style donné, c'est cette sonorité-là. Et elle est inscrite en soi parce qu'elle a été transmise par un maître, par exemple l'héritage d'un grand maître. Chacun d'entre nous a eu la chance à la fois de travailler la composition avec les grands maîtres en composition, de très grands chefs d'orchestre, de cultures différentes. Et on sent bien que, par exemple, la tradition d'une symphonie russe, quand vous la recevez des mains de Mravinsky et de Gergiev, alors oui, il y a une vérité là. Et donc, il vous a transmis cette vérité et vous vous trouvez devant un collectif et votre imaginaire s'est mis en route. Et là, j'ai envie de dire que c'est presque facile. Vous avez un curseur qualitatif d'imaginaire qui est là. Et donc, vous travaillez avec le collectif pour arriver collectivement. Je dis c'est très important parce qu'il y a l'idée du consentement dans l'interprétation. On ne dit pas, comme peut-être à l'époque Toscanini, cette époque dictatoriale est absolument terminée, et tant mieux pour nous tous. On ne dit pas la vérité est là. On a une vérité profonde, on sent que c'est une intuition et une connaissance confondues, mêlées, aussi une personnalité du son, c'est-à-dire que quand on travaille à demeure avec une formation, mais quand on travaille en tant que chef invité, on développe une personnalité du son, c'est-à-dire un son qui appartient à notre morphologie, à notre culture, à notre tradition, à parfois quelques illuminations. Et là, de façon consentie, avec les musiciens, on s'approche du résultat. Et il n'y a pas de compromis possible. On le sent bien. Le compromis, c'est une souffrance. Quand on termine une répétition et qu'on n'est pas arrivé à ce stade, on se dit vivement la répétition suivante. Voilà, c'est une question, j'ai envie de dire, de conscience collective. Je ne crois pas qu'on puisse, avec un ensemble de musiciens, opérer d'une façon mécanique en se disant on a 1 heure de répétition, on a 2 heures de répétition et on va embrasser un style. Non, il faut que tout ça s'éveille des doigts au cœur, du cœur à la conscience, et une fois qu'on vibre de la même manière. Mais oui, effectivement, parfois on est radical, mais c'est une belle radicalité parce qu'on sent que c'est l'œuvre d'une façon, j'ai envie de dire, assez métaphysique qui nous incite à chercher le chemin ensemble et on se dit tiens, la vérité est par là. Voilà, simplement par là, il y en a d'autres. Et dans la création de vos entreprises, est-ce que vous remettez aussi une telle passion ? Vous investissez en permanence pour rendre votre ensemble, hôtelier, restauration, mieux, meilleur, peut-être dans une quête du beau. Vous avez d'ailleurs créé 2 orchestres. Donc, au-delà des artistes que vous êtes, il y a aussi des responsables d'entreprise. Avez-vous le sentiment de créer également ? Ou bien est-ce que c'est une figure imposée, une rançon de la gloire que d'être obligé de créer, développer une entreprise au-delà de votre art ? Daniel, il n'y a pas d'obligation du tout à le faire. Hein. Je pourrais rester tranquille et me satisfaire, en effet. Non, je crois que ça, c'est le moteur et la passion, quoi. Le moteur, c'est l'entreprise, c'est les hommes qui l'animent. Le moteur, c'est aussi, en effet, une famille, dans notre cas, c'est-à-dire une famille qui adhère au projet. En effet, nous, le projet d'aujourd'hui, ce projet-là, risqué, mais ne rien faire est risqué aussi. Donc au moins, on a le plaisir à la clé d'imaginer pour l'avenir, pour le présent et pour l'avenir, quelque chose qui est le fruit d'une réflexion, d'un héritage aussi d'ailleurs, parce que cette création s'inscrit dans une histoire familiale. Mon grand-père l'a fait, de façon d'ailleurs plus délicate, très heureuse, mais plus délicate, parce que l'époque était plus compliquée et qu'il n'avait pas de sous. Et qu'il allait loin de ses bases. Il était bourguignon, il arrive à Roanne. Mon père et mon oncle, s'ils n'ont pas déménagé, ont osé transcender les habitudes de cuisine dans les années 60, devenir les chefs de file d'une nouvelle pensée culinaire. C'était risqué. Donc il y a une attitude en même temps qui est aujourd'hui, qui s'explique par l'exemple familial, mais en même temps Marie-Pierre, César
mon fils, Léo, même qui est en apprentissage encore ailleurs, mais qui est cuisinier également, nous invite, je veux dire, à cette réflexion, à ne pas être routinier, ne pas se suffire du seul renouvellement des plats et d'une cuisine, aller plus loin. Et aujourd'hui, en plus, il y a je crois, ce besoin que nous avons d'aller vers les sols, vers la terre, vers la campagne, vers en fait une expérience qui aille plus loin que celle de la cuisine, ou en tout cas que l'expérience nourricière de la terre puisse se convoquer à notre cuisine, voilà, puisque cette nouvelle maison sera en campagne avec verger, potager, agriculture, cette proximité va, si ça n'est pas pour l'ouverture, parce qu'on s'en est pas encore nourri, on n'y est pas. Mais en même temps, on le pressent, c'est comme si ça montait, quoi. C'est comme si ça venait. Et vous me parliez de l'entreprise, mais l'entreprise, c'est comme si elle épousait avec nous, ou c'est comme si l'entreprise et ses hommes, les hommes qui nous entourent, épousaient le projet avec nous et nous portaient à le faire. Ce qui n'était pas tout à fait partagé au départ, puisque c'était nous qui avions cette conviction qu'il fallait bouger les lignes, et aussi pour pouvoir, quelque part, enrichir l'histoire, il fallait s'en affranchir ou aller ailleurs. Donc, enfin, on va dire, nos collaborateurs, enfin, il n'y a pas eu besoin de trop non plus, mais en les faisant adhérer au projet, c'est-à-dire en leur donnant à chacun à faire ou à penser ou à concevoir à nos côtés un des éléments du futur lieu, c'est-à-dire un élément de travail, un élément de fonction, un élément de réflexion, qu'est-ce qu'on implante, ou bien un élément d'investissement physique, planter, voilà, semer, comme dit Pierre Ramy, semer, mais semer bien, semer, mais conduit par quelqu'un d'expert. Mais en amenant nos collaborateurs à participer avec nous, on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est eux qui nous emmènent vers le projet. On est loin des brigades, quand on pense à tous ces termes militaires qu'il y a encore dans votre profession. Là, vous êtes dans le management participatif. Écoutez, sans le savoir, sans y mettre un nom, c'est comme ça que ça se passe. Et vous, alors, créer un orchestre, puis un deuxième, là aussi, c'est une entreprise, une aventure. C'est eux qui nous emmènent vers le projet, dit Michel Troisgros. J'aime cette phrase-là parce que, contrairement à Michel Troisgros, je ne suis pas un créateur, je suis un recréateur, un co-créateur en ma qualité d'interprète, même si la composition est toujours présente et si je me suis adonné à cette activité. Mais il y a une nécessité de créer des structures, j'ai envie de dire, parce qu'on est poussé par la nécessité intérieure, dont parle Kandinsky, c'est-à-dire cette énergie qui vous pousse à faire une chose, mais surtout aussi parce que un collectif de compositeurs, et quand je dis un collectif, c'est pas simplement quelques individus, mais une collectivité internationale de compositeurs est toujours en attente d'un outil supplémentaire, d'un outil performant, d'un outil polyvalent, flexible, souple, un peu nomade, contrairement à ce grand projet à Ouche, Nomade. Et on se dit, quelle merveille de pouvoir bâtir avec un collectif, avec le soutien aussi des partenaires, parce que on n'échappe pas, on n'est pas seul dans cette société, et tant mieux, on est soutenu, aidé. Il y a cette relation de causalité, cette relation d'échange qui fait qu'on crée une structure et tout à coup on se dit, elle résonne avec une nécessité. Elle résonne avec une philosophie du temps, elle résonne avec une conscience sociale, et j'ai envie de dire une conscience humaniste. Les compositeurs sont des artistes qui ont absolument besoin d'outils pour parler avec les mots d'aujourd'hui, avec la poésie d'aujourd'hui, à l'homme d'aujourd'hui. Sans ces outils, comment parlent-ils? Surtout les musiciens. Ils ont besoin de la médiation du son. Le son est tellement volatile, contrairement à l'écriture, qui elle, peut rester et se transmettre. Donc c'était cette nécessité-là qui m'a amené, mais quand je dis j'aime cette idée du compagnonnage, j'aime cette idée qui est la vôtre, Michel, de ce travail d'équipe. Il n'y a pas un chef d'orchestre. J'aime pas d'ailleurs ce terme, chef d'orchestre, on en avait parlé en d'autres lieux. J'aime cette idée du conducteur, c'est-à-dire celui qui
conduit quelque chose avec le collectif. Donc, l'ensemble orchestral contemporain, ça a été cet outil, et c'est encore cet outil formidable qui est vraiment au service de la collectivité internationale. C'est-à-dire que on reçoit, par exemple, des dizaines d'œuvres, soit par électronique, soit par courrier, soit on rencontre les compositeurs. On a joué à la Biennale de Venise il y a 3 semaines, donc on rencontre les compositeurs là, et ils nous donnent leur musique. Et je me dis, le devoir, si cette musique est digne, c'est-à-dire si elle répond non pas à des critères qualitatifs que je juge personnels comme étant de bons critères, mais des critères qualitatifs techniques, c'est-à-dire qu'il y a une belle technicité d'écriture, il y a une recherche d'imaginaire, il y a peut-être parfois des maladresses, mais là, peu importe, alors la porte est absolument ouverte. Vous avez récemment donné justement sa chance à un jeune compositeur, me disiez-vous. Oui, c'est absolument le principe, parce que la difficulté, c'est ce parcours, j'aime pas le terme militaire, mais ce parcours du combattant qui fait qu'un jeune compositeur doit d'abord réussir un concours international. Et puis, si par chance il réussit un concours international, il envoie massivement ses partitions à des dizaines d'ensembles. Et comme on est pressé, on ne lit pas la musique. Et donc, finalement, il est toujours en train de frapper à l'antichambre. Là, on se dit... Ouvrons la porte à ce compositeur, et si on fait un travail remarquable, alors l'idée du compagnonnage se met en route. Commandons-lui une œuvre, jouons-le dans une autre circonstance, permettons-lui de grandir. Donc voilà, ces outils sont vraiment au service de la création, et puis avec Ose, évidemment, du répertoire et du grand répertoire, Ravel, Sibelius ce soir, puisque, comme je le disais tout à l'heure, la beauté, c'est l'éclairage historique. Une œuvre d'aujourd'hui n'a de sens que parce qu'elle est éclairée par l'œuvre du passé. Et souvent, on interprète mieux l'œuvre du passé quand on s'est posé les questions fondamentales de l'écriture contemporaine. C'est pour ça que je reviens à Beethoven. Beethoven, Boulez, ils ne sont pas très éloignés. Pour terminer cette rencontre, je n'oublie pas que vous devez vous mettre en place. Et pardonnez-nous, nous ne prendrons pas de séquence d'interrogation avec le public compte tenu de notre impératif horaire pour la mise en place. J'aimerais vous demander à chacun... quel est à la fois votre moteur et comment est-ce que vous définissez votre métier? C'est toujours l'histoire de celui qui empile des pierres et de l'autre qui fait une cathédrale, quoi. Comment concevoir votre métier? Pareil pour vous, Daniel. Qu'est-ce que vous nous donnez à nous à travers votre œuvre? Je voulais dire à Daniel avant qu'en parlant de Boulez a sa sœur qui vit à Rouen et donc mon père et mon oncle ont eu la chance d'avoir Pierre Boulez à leur table, c'était dans les années 77, et ils lui ont offert un plat inédit, qui est un plat de coquille Saint-Jacques. Et donc ce plat, coquille Saint-Jacques feuilleté, comme si on glissait des Saint-Jacques, en fait, sont glissés dans la coquille et enveloppés dans un feuilletage. Et ils s'étaient essayés, ils avaient tenté quelque chose, et Pierre Boulez, le premier, l'avait apprécié. Et depuis, le plat s'appelle coquille Saint-Jacques Pierre Boulez. Et donc, moi, ce plat-là, comme beaucoup de plats du répertoire de mon père et mon oncle, j'ai eu un moment un peu excessif où je mettais toute l'histoire sur la touche, comme ça. Et j'avais pas vu, en fait, à ce moment-là, par jeunesse, par maladresse, que les plats hérités avaient un sens et en même temps pouvaient être, en effet, réinterprétés. Pour moi, je ne m'étais pas posé cette question-là. Donc, je les ai juste mis sur la touche et je m'essayais à une cuisine de création, mais maladroite et qui avait pas qui avait pas le fond qu'elle aurait pu avoir. Mais depuis, j'ai pris conscience. Et la coquille Saint-Jacques Pierre Boulez est actuellement à la carte. Donc, mais je l'ai réinterprétée à ma façon. Il y a toujours ce feuilletage, mais les coquilles Saint-Jacques ne sont pas cuites à l'intérieur du feuilletage parce que sinon elles deviennent élastiques et en plus le feuilletage est ramolli par l'humidité diffusée par la Saint-Jacques pendant la cuisson à l'intérieur. Mais j'ai mis au point une technique où le feuilletage laisse un tout petit orifice, donc où le feuilletage donc laisse un petit orifice et cuit seul, donc est croustillant, voire même très croustillant. Et après, à côté, les coquilles Saint-Jacques sont poêlées, pochées, mais quelques secondes, et sont glissées par ce petit orifice. D'ailleurs, il faut bien y regarder avec les légumes, etc., avec un beurre à l'échalote et au vinaigre très bon. Et hop, j'ai réinterprété à ma façon. Voilà. Donc, qu'est-ce que je donne? Eh ben, je donne
qu'est-ce que je Mais donne, tout qu'est-ce ça- que je diffuse pour répondre à votre question. Ben voilà, j'essaye de donner du sens et une histoire à ce que je fais, et m'inscrire dans une... j'ai reçu et je veux donner à mes enfants. Voilà, je m'inscris dans une histoire de transmission, de maillon comme ça, familial. J'ai l'impression d'être peu, mais en même temps, j'ai le sentiment de donner vie, du moins c'est ce que j'essaye. Mais grand merci pour ça. Et vous, Daniel? Je n'ai qu'un regret, Michel, c'est qu'on n'ait pas le temps de parler de l'influence de Rothko, Fontana, Favier, tous ces grands artistes. C'est fascinant de voir ces analogies possibles et combien l'imaginaire pictural des uns ont été des sources d'inspiration à la fois pour vous et des sources d'inspiration à la fois visuelles et gustatives. C'est absolument fascinant. Donc je pense qu'on n'évoquera pas Nous reviendrons cela une ce autre soir. fois. Et vous-même, alors, conception de cet ambassadeur de la musique? Je crois qu'il faut être à la fois... je dirais cette phrase de Charles Munch, ce très grand compositeur, ce grand chef d'orchestre qui a dirigé l'Orchestre de Paris à sa création. Parce que l'Orchestre de Paris qui avait un autre nom, puis qui est devenu l'Orchestre de Paris et qui nous a quittés en 1967. Il disait à ses musiciens à l'orchestre, « Messieurs, en art, nous sommes des aristocrates. Dans la vie, nous ne sommes que des hommes. » Et j'aime cette idée que finalement, quand on pratique l'art, on va au plus profond de notre conscience universelle, c'est-à-dire où on touche la beauté, la poésie la plus profonde des œuvres. Et là, il n'y a pas de concession possible. Et puis finalement, une fois que la partition est fermée, on redevient des hommes, c'est-à-dire qu'on a cette grande humilité et amour de l'universalité et de l'œuvre d'art, et on se remet à travailler pour réouvrir la partition et l'offrir encore avec beaucoup plus de profondeur. Voilà. Merci.